Bonjour à tous, bonjour David Kayat. Bonjour monsieur. C'est aujourd'hui la journée de lutte mondiale contre le cancer, journée dont vous avez eu l'idée il y a une dizaine d'années. À l'époque, c'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'était de faire en sorte qu'au moins une fois par an, le monde entier se pose des questions sur cette maladie particulière, terrible, qui n'arrive pas à devenir une maladie comme les autres et qui est devenue aujourd'hui la première cause de mortalité, aussi bien en France que dans le monde. Il fallait un petit peu réveiller les consciences, si vous voulez. On finissait par considérer que mourir d'un cancer, c'était une mort normale, que d'avoir un cancer, c'était une fatalité contre laquelle on ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce qui a changé depuis ? Beaucoup de choses ont changé. Du fait, pourquoi c'est devenu le 4 février est devenu la journée mondiale contre le cancer, c'est parce que le 4 février, avec quelques amis, nous avons fait signer une charte devenue la charte de l'UNESCO contre le cancer par le président de l'UNESCO, le secrétaire général de l'UNESCO et le président Chirac le 4 février 2000. Eh bien, ce qui a changé, par exemple, en France, c'est qu'à la suite de ce travail fait auprès de Chirac, Chirac a lancé en 2002 le plan cancer national, qui a changé énormément de choses, puisque c'est grâce à ce plan qu'on a pu créer des postes de psycho-oncologues, des tests génétiques du cancer, de créer des IRM et des scanners pour qu'il n'y ait plus de délai d'attente, qu'on a donné des accréditations pour des hôpitaux pour qu'ils puissent traiter le cancer s'ils en avaient réellement l'expérience et le savoir-faire. Enfin, ça a changé beaucoup de choses. Et beaucoup de pays à la suite de la France, toujours dans le respect de cette charte, on se sont lancés dans des plans nationaux contre le cancer. Donc ça a changé énormément de choses. Et c'est bien, c'est pas fini. Chaque année, c'est la journée mondiale. Donc chaque année, il se passe des choses autour du cancer. Il y a 350 000 cas de cancer par an en France. C'est de plus en plus. Oui, Comment vous l'expliquez ? Le nombre de cancers double à peu près tous les 20 ans. Il y avait 280 000 nouveaux cas de cancer en France en 2000. Il y en a 350 000 aujourd'hui. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour autant, le nombre de morts par cancer n'a pas changé. On est toujours... Autrement dit, on soigne mieux. Voilà, on soigne mieux, on dépiste, on fait des diagnostics plus tôt. Et finalement, au total, il y a moins de gens qui meurent du cancer. Il y a autant de gens qui meurent du cancer, mais en proportion du nombre de nouveaux cas de cancer, le cancer tue moins. À quoi c'est dû ? Pourquoi il y a cette augmentation ? Cette augmentation à cause du tabac, d'abord et avant tout, à cause de la mauvaise alimentation, à cause du fait que nous mettons les enfants au soleil très tôt dans la vie, ce qui n'est pas bon, et de manière relativement brutale, vu le fait que les vacances sont très courtes aujourd'hui. Toute une série de comportements à risque, notamment sur l'alimentation, j'en ai beaucoup parlé, bien sûr. Et justement, l'alimentation. Par exemple, il y a quelques années, on disait la viande rouge, c'est très mauvais, ça donne le cancer. Aujourd'hui, on ne le dit plus. Non, c'est faux. La viande rouge, telle que nous la consommons en France, ne donne pas le cancer. Il y a une vingtaine d'études qui traitent du sujet, rapport entre consommation de viande rouge et risque de cancer. Sur la vingtaine d'études, pratiquement 18 sont américaines. Or, quand nous regardons la viande aux États-Unis et en France, par exemple, 100 grammes de filet français, c'est 150 calories et 4% de lipides en moyenne. 100 grammes de filet, le même filet américain, c'est 295 calories, 24% de lipides. C'est pas la même chose dont nous parlons quand nous parlons de viande. La plupart de ces études ne parlent pas de grammes de viande, mais parlent de portions par semaine. Or, la portion moyenne en France, c'est 90 à 100 grammes. La portion moyenne aux États-Unis, c'est 180 grammes, c'est le double. Et enfin, c'est pas tout de manger de la viande, c'est comment la mangeons-nous. 70% des Français mangent la viande peu cuite ou crue, carpaccio, tartare, etc., aux viandes saignantes. 70% des Américains la mangent brûlée, très cuite, carbonisée, marquée par la flamme, et on sait que là, c'est une viande qui est cancérigène. Et une très belle étude américaine, il y a quelques semaines, a montré que si les Américains diminuaient de moitié leur consommation de viande, ils n'auraient plus d'augmentation de risque de cancer liée à cette consommation. Or, quand on réduit de 50% la consommation de viande rouge aux États-Unis, on arrive à la consommation de viande rouge telle que nous l'avons en France. Donc c'est pour ça qu'en France, aucune étude n'a jamais montré qu'une consommation raisonnable de viande, telle que nous avons l'habitude de la manger, augmentait le risque de cancer. L'alcool ? L'alcool, pareillement, une très belle étude sur 400 000 volontaires californiens qui a été publiée il y a un an, qui semblait dire que dès le premier verre, le vin augmentait le risque de cancer, sauf que le 22 octobre dernier, l'auteur de cette publication est venu à Vienne, au Congrès mondial, nous expliquer qu'en fait, il s'était aperçu que parmi les gens qui s'étaient déclarés non-buveurs, il y en avait qui avaient eu des retraits de permis pour conduite en état d'ivresse, des comas éthyliques, etc. Quand il a repris ces données et qu'il a exclu les gens dont les déclarations étaient douteuses, il s'est aperçu qu'en fait, le vin n'était pas cancérigène dès le premier verre, mais seulement au-delà de 3 verres, ce qui est toujours la recommandation du Haut Comité de Santé Publique, consommation modérée de vin de qualité. Il n'y a pas d'augmentation directe de risque de cancer. Dans votre livre qui s'appelle « De larmes et de sang », vous dites qu'il ne faut pas culpabiliser le malade, ne pas lui dire que s'il a le cancer, c'est parce qu'il a fait ci ou ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait pas très bien à quoi est dû le cancer ? D'abord, on ne sait pas très bien à quoi est dû le cancer, c'est vrai. Il n'y a qu'un fumeur sur 6 qui va développer un cancer du poumon, par exemple. Il y en a 5 qui ne le développeront pas. On ne sait pas comment choisir celui-là.
comment l'identifier au début et celui-là lui dire de ne pas fumer. Donc on n'a pas d'informations. Mais dans ce livre, ce que j'ai voulu raconter, c'est au-delà de ça, c'est 30 années de rapports avec des malades, par des anecdotes, par tout ce que ces destins brisés sur les maux du cancer, ces gens qui arrivent avec un diagnostic qu'ils considèrent comme déjà une déclaration de mort imminente, comment les tenir à bout de mots, à bout de bras pendant toutes ces années. Et je me suis dit vraiment dans cette expérience, et je raconte des anecdotes, que c'est pas le moment de culpabiliser les gens. Un type qui vient avec un cancer du poumon, qui a fumé, le problème c'est pas de lui dire c'est votre faute, vous avez fumé, tant pis pour vous. Le problème, ce qu'il faut, c'est mettre autour de lui toute la gentillesse, toute l'empathie, tout ce système de santé dont je vais déclencher la puissance pour essayer de le sauver. C'est lui donner du temps de vie en plus, du temps de vie de qualité aujourd'hui en plus. C'est justement de considérer l'être qu'il est. Le cancer ne peut pas résumer la biographie d'un individu. On est un homme ou une femme qui a eu ou qui a un cancer. Et c'est pas le moment d'aller, à ce moment-là, commencer à dire vous avez mal mangé, vous êtes gros, vous avez fumé, vous avez été au soleil. C'est plus le problème. Il y a des mots qui soignent, il y a des mots qui tuent. Il y a des mots qui tuent. Combien de fois on voit dans des services de recours, et je raconte dans ce livre toutes ces anecdotes de malades qui viennent, qui sont complètement brisés parce qu'on leur a pas donné les bons mots au bon moment. Ou à l'inverse, qu'on leur a donné en plus, c'est pas que les mots. Ce que je raconte, c'est aussi les silences, c'est les regards, c'est la gestuelle, c'est ce qu'il nous faut apprendre à nos jeunes cancérologues. Justement, il n'y a pas de formation dans ce domaine. Non, on ne forme pas les médecins à ça. Non, on forme des jeunes médecins extrêmement bien formés sur le savoir médical. Ils connaissent vraiment, parce qu'on leur fait passer des examens tout le temps, ils connaissent sur le bout des doigts les dernières études, les derniers résultats, les derniers protocoles. Mais quand ils viennent dans un service comme le mien, la seule chose que je veux leur transmettre encore, c'est laisser tout ça de côté. À partir de maintenant, vous allez commencer à comprendre que ce sont des êtres humains que vous allez soigner. Ces êtres humains, ils sont fragiles, ils ont peur, ils comprennent pas tout. Et ils viennent à la consultation comme une éponge à émotions. Ils vont tout regarder, ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Ils vont entendre vos silences. Ils vont regarder qu'est-ce que vous dites avec vos mains, qu'est-ce que vous essayez de cacher avec vos yeux. Et donc, vous devez être dans une transparence qui est source et signe de respect vis-à-vis d'eux, mais en même temps, d'essayer de les comprendre et de les entendre, vous aussi. C'est-à-dire que, moi, ce que je raconte dans ce livre, c'est que dans cette consultation, il n'y a pas un docteur et un malade, il y a deux êtres humains. Il y en a un, c'est vrai, qui a la blouse blanche et l'autre pas, mais ce sont deux êtres humains qui sont tous les deux avec leur souffrance et qui sont tous les deux avec leur angoisse et qui sont tous les deux dans l'idée de s'asseoir l'un à côté de l'autre, de se tenir par la main pour aller dans ce parcours qui va être celui de la lutte contre le cancer, pour essayer de guérir, pour essayer de vivre plus longtemps, malgré tous les drames, malgré tout ce que ça va comporter. Les pistes de la recherche aujourd'hui, c'est quoi? Elles sont innombrables. Les plus intéressantes sont liées au fait qu'aujourd'hui, on sait qu'une cellule cancéreuse ne fait que ce que ses gènes lui disent de faire. Une cellule, qu'elle soit cancéreuse ou pas, c'est comme un ordinateur qui n'a pas de logiciel. Il faut des logiciels dedans. Les logiciels, c'est les gènes. En regardant les gènes dans une cellule cancéreuse chez un malade donné, on arrive à savoir chez ce malade ce que le cancer va faire. Et à partir de là, lui donner le traitement à la carte, le traitement dont il a besoin. C'est cette fameuse médecine personnalité vers laquelle on va et qui, à mon avis, va être source de progrès immense. Il y a une polémique aujourd'hui sur le dépistage. On dit qu'on soigne des cancers qui ne devraient pas l'être. C'est une polémique qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a des gens qui sont dans les deux camps, qui sont figés dans leur attitude. Certains sont pour, certains sont contre. Ce que l'on sait, c'est que pour le sein comme pour la prostate, il y a des gens qui ont un cancer du sein ou de la prostate, mais qui en réalité, dans le temps de leur vie, ne se seraient pas développés. Sauf que l'on est incapable de savoir à l'avance lesquels de ces cancers vont se développer, lesquels vont rester comme ça, cachés dans le malade, et finalement le malade va vivre toute sa vie sans savoir même qu'il a eu un cancer. Comme on ne sait pas, on est devant un choix. Soit prendre le risque de surdiagnostiquer, c'est-à-dire de faire des diagnostics de cancer chez des gens qui finalement n'auraient jamais su qu'ils avaient un cancer, et on va les embêter, on va les traiter, on va les angoisser, peut-être pour rien, ou laisser mourir des gens parce qu'en refusant le dépistage, on va laisser le cancer se développer et faire un diagnostic beaucoup plus tardivement avec moins de chances de guérir. Je crois que peut-être l'avenir, c'est la transparence. Il vaut mieux prendre le maximum de précautions. Moi, c'est mon attitude, mais je comprends que d'autres en aient une complètement opposée. Je crois que l'avenir, c'est probablement de maintenir ce dépistage, mais en expliquant aux gens ce risque qu'ils ont en participant, peut-être parfois d'être diagnostiqués pour un cancer qui ne se serait pas révélé dans le temps de leur vie. Moi, je crois, personnellement, en tant que médecin, et puis organisateur du dépistage en France, c'est moi qui l'ai mis en place à l'occasion du plan cancer, que c'est plus important de sauver quelques vies de plus, même si pour cela, il faut sans doute embêter quelques femmes pour un cancer qui aurait été anodin chez elles. William ? J'ai écouté Roland Sicard qui vous a posé la question tout à l'heure. Pourquoi ces jeunes médecins ne se sont pas suffisamment formés à ces maladies mortelles? Vous l'avez dit vous-même, vous recevez dans vos services, sont des grosses têtes
mais seulement sur le plan psychologique, ils ont tout à apprendre. Mais ils ont tout à apprendre et en même temps, ils en savent beaucoup plus que la plupart des étudiants en médecine des autres pays. Parce que la France a cette particularité qui fait que les médecins sont extraordinaires en France. L'immense majorité des médecins en France font un travail fabuleux. C'est parce qu'en France, on met les étudiants très tôt au contact avec les malades, dès la 3e année de médecine. Dans tous les autres pays du monde, c'est à la 7e année de médecine qu'ils se confrontent au corps de l'autre, à l'odeur de l'autre, au toucher de la peau de l'autre, au regard inquiet de l'autre. Nous, c'est dès la 3e année. Donc, on les forme très vite vers ce contact avec le malade. Mais c'est suffisant ? C'est déjà beaucoup. C'est ce qui fait la qualité de notre médecine. Il faut sans doute... C'est vrai que les étudiants sont sélectionnés sur les sciences dures, sur la physique, sur la chimie, et pas sur les sciences humaines. Mais voilà. Ensuite, il y a de plus en plus d'enseignement des sciences humaines, et puis il y a cet enseignement au lit du malade qui compte énormément. Parce que la maladie, pour nous, il y a combien de Français ? Il y en a 1 sur 2 qui est... Un homme sur 2 a un cancer, une femme sur 3. Voilà, donc on est menacé de ça. Ah oui. Donc pour nous, elle est, elle est exceptionnelle, la maladie. Cette maladie. Pour vous, elle est familière ? Non, elle est tellement familière qu'elle est devenue exceptionnelle dans le sens où elle occupe toute ma vie aujourd'hui. C'est ça que je raconte dans le livre. Les oncologues n'ont pas de cancer ? Les oncologues ont beaucoup de cancers. Moi, j'ai vu mourir combien de mes collègues cancérologues ou de mes maîtres de cette maladie. J'en ai accompagné un certain nombre. Et j'arrive à un âge où beaucoup de mes amis sont atteints de cancer et beaucoup de mes malades sont devenus mes amis. C'est une situation très complexe où le cancer est très présent. C'est ça. Merci.